BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Allez, on va prendre quelques minutes là pour s'attaquer à un sujet passionnant qui est un thème boursier en plus. Alors là, je suis sûr que ça va intéresser tous les gens qui nous écoutent et nous regardent. On va parler du thème des actionnaires activistes avec Kevin Romanto qui nous a rejoint en plateau. Bonjour Kevin. Bonjour Grégoire. Analyste fusion-acquisition de Kevin. Et je le rappelle parce que peut-être que certains qui nous écoutent ou nous regardent se souviennent de vous. Vous avez participé à notre jeu des talents du trading, Kevin. Tout à fait, à 2 reprises. Ouais. 2 reprises, ah ouais. Oui, je me souviens plus. Bon, 2 reprises. Et vous êtes aujourd'hui donc analyste M&A, Kevin. Et vous avez écrit une note très complète, une analyse très complète justement de ces actionnaires activistes très connus, très présents aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, beaucoup moins en Europe, encore moins peut-être en France, mais justement c'est tout le propos de l'interview. Est-ce qu'on a devant nous un âge d'or pour les actionnaires activistes en France et en Europe? Juste déjà pour qu'on comprenne bien de quoi on parle, comment est-ce que vous définissez un actionnaire activiste? Qu'est-ce que c'est qu'un actionnaire activiste, Kevin? Alors en détail, un actionnaire activiste, c'est principalement un hedge fund qui va prendre on va dire une position minoritaire dans une société qui est publique. Donc on se trouve vraiment public coté, public coté, oui. mais qui va utiliser, on va dire, des techniques qui elles vont être type private equity. Donc on est vraiment dans une approche entre des opérations qui sont publiques, mais avec des stratégies qui elles ne sont utilisées dans le no-codé type private equity. C'est tout un petit peu ce qui fait, on va dire, l'essence même le charme de l'activisme, le charme de l'activisme, ouais. et surtout on va dire que c'est un secteur de niche parce que c'est un secteur assez particulier et on en rencontre effectivement pas beaucoup en Europe. C'est quelque chose qui est très présent aux États-Unis, mais on a eu quand même ces dernières années une vague, on va dire, vers l'Europe qui est très intéressante, puisque j'appellerais ça de l'activisme hybride, qui est très différent, on va dire, de ce qui se fait aux États-Unis, mais on pourra en parler. Non, mais allons-y, mais c'est ça qui nous intéresse. Enfin, pourquoi est-ce que les actionnaires activistes sont amenés et seront peut-être amenés de plus en plus à s'intéresser aux entreprises européennes et aux entreprises françaises? Et effectivement, est-ce qu'il y a dans quelle logique, dans quelle démarche viennent-ils s'intéresser à nos entreprises? Est-ce qu'il y a des 3-4 grandes catégories d'actionnaires activistes, les très hostiles, les plus amicaux? Enfin, comment est-ce qu'il y a une classification, j'imagine, qui peut s'établir? Il y a une classification, mais en amont, je voudrais revenir. C'est vrai qu'il y a une image aujourd'hui négative de qu'est-ce que l'activisme. Ça peut être très connoté négativement. Ça pourrait être connoté très négativement, mais on fait référence à des corporate traders. C'est ce qu'on avait dans les années 80. Ça a beaucoup évolué depuis. Et effectivement, on va dire qu'on a des activistes qui eux sont très prêts et travaillent avec le management. Ouais. Parfois font des campagnes publiques, mais aussi des campagnes privées. C'est ce qui fait aussi l'intérêt. Donc on n'a pas connaissance de toutes les campagnes activistes. Certains, on va dire, fonds d'investissement de la place de Paris font de l'activisme, mais personne ne le sait, entre guillemets, ce qu'on va appeler de l'activisme opérationnel, travail près du management. Et après, on a vraiment du pur activisme qui là vont être, on va dire, des opérations un petit peu courtes et one shot pour vraiment la rentabilité des investisseurs et qui n'est pas au profit de l'entreprise. On a eu le cas de Casino avec Moody Water, qui effectivement, dans ce cas-là, Moody Water a reproché à Casino certains points, on va dire techniques dans la balance sheet, qui remettaient en cause pour le levier de la société. Et ça a été une attaque qui a été sanglante. Casino très agressive. Oui. Très agressive. Casino n'était vraiment pas préparé. Non. Et donc là, effectivement, c'est quelque chose. C'est vraiment du short term activisme. Ouais. C'est pas quelque chose que, en tout cas, moi, je défends aujourd'hui. Je défends quelque chose de plus long terme et constructivisme avec les entreprises. Justement, pour pas se focaliser sur la partie émergée de l'iceberg, les Muddy Waters, mais je mets aussi même des Carl Icahn, enfin ces grands noms de la finance, les grands raiders, comme vous le dites, les corporate traders des années 80, qui font beaucoup de médias, très présents dans les médias pour dire cette valeur-là, je la vends, c'est pas bien. Bon, voilà, qui utilisent toutes ces méthodes-là. Ils sont marginaux aujourd'hui quand on regarde l'activisme dans son ensemble. Ils sont encore des figures emblématiques qui reflètent ce que sont les activistes aujourd'hui, ou est-ce qu'ils sont un peu déjà dépassés dans leur manière de faire? Je pense pas qu'ils soient dépassés. Disons qu'ils ont des approches qui sont différentes. Ouais. On arrive aujourd'hui avec des approches qui prennent plus en compte les critères ESG, qui prennent aussi en compte de nouvelles stratégies. On est vraiment dans une logique de travailler, en tout cas avec le board, avec le management, vers du constructivisme, unlocker de la value sur du long terme. C'est ça. Alors, qui est vraiment. Faut traduire ça. Je suis désolé, je peux pas tout traduire pour vous, Kevin. Là, il faut traduire vraiment, malheureusement. On va chercher de la valeur pour les entreprises. Ouais. C'est ça qui est très important sur le long terme, et chercher des autres. Refléter au mieux la valeur de l'entreprise. Exactement. Ce que la bourse ne fait pas toujours. Ce que la bourse ne fait pas. Je voudrais mentionner un point à ce sujet, c'est que qu'est-ce qui fait le charme des activismes aussi
Parce que vous allez me dire aujourd'hui comment un activiste peut challenger une entreprise, comment il la connaît. Simplement, il opère avec des techniques type private equity, il opère une due diligence, une vraie due diligence comme on fait en private equity. En profondeur des comptes, du bilan de l'entreprise. Et c'est ce qui fait qu'après, on est capable aujourd'hui de challenger des entreprises sur leur business plan, sur leur stratégie. Donc ils viennent préparer, il y a un travail qui a été fait et ils viennent pas... C'est 4 à 6 mois de préparation, c'est ça. Avec une due diligence derrière. Donc ça c'est l'activisme qui nous attend en Europe plus que alors il y a l'affaire Casino Muddy Waters, mais globalement l'activisme qui nous attend en Europe, c'est ce que vous disiez, un activisme hybride, c'est ça? Hybride constructivisme, je l'appelle. Hybride constructivisme. Quand je dis constructiviste, c'est-à-dire qu'on a vraiment des gérants de hedge funds ou d'asset management qui sont prêts à travailler avec le board. Préalablement, il y a des discussions qui se font de manière privée et ces discussions vont peut-être évoluer au fil du temps. Peut-être parfois deviennent un petit peu agressifs puisqu'il faut opérer à certains changements. Il y a des CEO ou des CFO qui comment dire, ne sont peut-être pas prêts et ouverts aujourd'hui à des changements. Toutefois, en Europe, on a beaucoup d'activités qui sont détenues par des familles et c'est l'objet aussi de challenger, on va dire, certaines familles qui historiquement opéraient, on va dire, un petit peu leur business par eux-mêmes. Et qui n'avaient pas tellement à se poser la question de savoir ce que pensait le reste des actionnaires, c'est ça? Exactement. Et aujourd'hui, on veut vraiment refléter l'actionnaire a un droit. L'actionnaire a un droit de vote, il a un droit de regard aussi sur l'entreprise et c'est ce que font valoir vraiment les fonds activistes. Les managements en Europe sont prêts à ça. Alors le monde anglo-saxon est à part, hein, mais sur la France, les managements sont préparés à ce genre de... quand bien même ils seraient hybrides constructivistes, vous dites ces activistes, ils sont préparés à ça ou c'est quand même quelque chose qui nous tombe dessus là, auquel on n'est pas forcément préparé dans les entreprises, hein, dans les groupes, hein. Je pense qu'on est préparé si on y est. Pourquoi? Mon propos est assez clair, c'est qu'une attaque activiste, vous recevez un appel de l'activisme ou une lettre, vous la recevez aujourd'hui, vous avez 2 à 3 mois à planifier pour vous préparer. Et souvent les entreprises mobilisent 2 à 3 personnes, voire 4, pour répondre aux demandes de l'activisme. C'est un travail qui est lourd. N'oubliez pas que vous êtes sous pression. Ça met aussi pour les entreprises, les corporates, hein, que ça leur met une pression parce que ça dégrade leur image. Ouais. Bon, il faut un exemple. Alors, vous avez cité Casino Muddy Waters. Il y a aussi chez Nestlé, par exemple. Intéressant parce que Nestlé, tiens, ça va nous permettre de parler de L'Oréal. Voilà, ça a été quand même grand cas. La mort de Liliane Bettencourt. Évidemment, on sait qu'il y a ce pacte entre Nestlé et L'Oréal et un fonds activiste là qui est chez Nestlé. Alors, on peut prendre ce cas précis. Que veut l'activiste? Que veut l'activiste, notamment par rapport à la participation de Nestlé dans L'Oréal? Comment on peut décrire cette situation-là? Alors simplement Daniel Loeb, StorePoint, qui est un fonds américain qui aujourd'hui a misé quand même sur une grosse opération activiste puisqu'il a misé grosso modo 3 milliards, sachant qu'il en gère à peu près 12. Donc si vous voulez, c'est sur Nestlé, il a 3 milliards. Oui, c'est une grosse position qu'il a menée sur Nestlé. C'est une grosse campagne pour lui, c'est un challenge. Donc ce qu'il veut, c'est effectivement céder cette participation puisque aujourd'hui Nestlé, on va dire, a des marges qui sont inférieures en fait à ses compétiteurs américains et européens. Et on considère qu'il y a certains business où on devrait peut-être développer certains business avec de la recherche et développement et on a besoin de fonds nécessaires pour pouvoir le faire. Et peut-être que cette cession de participation pourrait permettre de réallouer, on va dire, du cash pour le développement de Nestlé qui est fondamentalement une très belle société mais qui doit faire quelques changements. Il vient là pour influencer la stratégie pour, je sais pas, jouer le coup d'un dividende exceptionnel qui serait reversé aux actionnaires de Nestlé en cas de cession de la participation. Enfin, est-ce qu'il vient jouer un coup financier ou est-ce qu'il vient vraiment influencer la stratégie de long terme en disant il y a de l'argent disponible dans la participation de Nestlé et derrière cet argent doit servir à faire ça, plus ça pour construire une vision long terme avec le management de Nestlé. Là, il vient dans quelle situation? Alors, il est vraiment sur une gestion long terme. C'est vraiment sa stratégie puisqu'il a un horizon 2018, on nous y sommes, mais surtout 2020, où il veut une amélioration des marges d'ici 2020, c'est son plan. Et jusque-là, Nestlé, entre guillemets, depuis la campagne, a plongé. Et donc, il se tient à son plan. Il a encore, on va dire, du mal à se faire écouter et entendre. Mais toujours est-il, il a sa vision en 2020 et il a encore sa position. Donc, je pense qu'il va essayer de la mener à bien. Il devient de plus en plus agressif. Donc, c'est vraiment à suivre. Bon, dernière question, parce que vous avez vraiment fait un travail en profondeur sur l'activisme et notamment l'Europe, la France, entre autres. Je sais pas, il y a des cibles évidentes pour les activistes aujourd'hui dans les grands corporates français ou européens, Kevin? Alors, de mes analyses, de screening, d'analyse comparative, je dirais que Carrefour est une belle cible aujourd'hui. Il y a un changement de CEO, peut-être une nouvelle orientation stratégique. Je pense qu'il y a de la valeur à créer, mais encore juste une fois... en un mot, le dossier Carrefour est évidemment passionnant.
positionnant un activiste qui pourrait venir avec quelle logique, quelle idée? Ce serait quoi la stratégie d'un activiste chez Carrefour? Je pense une logique opérationnelle encore, type un petit peu Nestlé, mais aussi peut-être revendre certains actifs qui ne sont pas stratégiques dans Carrefour, qui aujourd'hui ne décachent pas suffisamment de rentabilité. Et c'est un petit peu ce qu'on reproche en fait aujourd'hui à Carrefour. Et couper ces branches-là via un spin-off pourrait être aussi quelque chose de très intéressant à étudier. Une ou deux autres types. Je voudrais pas qu'on retienne que Carrefour, mais je sais pas. Est-ce qu'il y a d'autres noms évidents? On a Marie Brizard qui peut être un cas aussi, un cas un petit peu intéressant. Il faut savoir que les mid-cap et small-cap sont aussi très targetés. Et je pense qu'à l'avenir, c'est là où va être la vague d'activisme, en tout cas en Europe. Un dernier mot, comment les autorités de régulation et puis même pour aller au-delà, l'État peut regarder ce genre d'activisme, quand bien même serait-il coopérationnel? Alors là, on parle de Carrefour. Enfin, l'État n'a rien à dire sur Carrefour, si ce n'est sur les questions d'emploi. Voilà, on sait que l'État est présent sur ce genre de thème, mais au-delà de ça. Alors sur l'État, on a un exemple récent avec Vincent Bolloré, qui est effectivement en Italie, sur Telecom Italia, qui effectivement a pris une participation en deçà de 24% et qui là vraiment a fait l'objet, on va dire, une contre-attaque de l'État italien, qui s'est adossé, on va dire entre guillemets, ou qui a fait appel à un fonds américain de manière indirecte, et ce qui a contribué Bolloré à perdre, on va dire, de l'indépendance, en tout cas des votes au board, et ça a été, on va dire, un petit peu délicat. Cette situation est aujourd'hui délicate et remise en cause en tout cas. Donc sa stratégie, je pense, va être revue peut-être dans les prochaines semaines. Il s'est fait quand même chipper le conseil avec combien, plus de 20% du capital, c'est ça, hein? Tout à fait. Il s'est quand même fait chipper tout le conseil. Elliott a vraiment été très actif sur le sujet. Avec la Caisse des dépôts italienne. C'est là où l'État italien a trouvé quand même le moyen de rentrer chez Telecom Italia. Tout à fait. Et a fait appel à un fonds d'activistes. Et là, vous voyez Elliott qui a joué la défense. Donc on peut jouer l'attaque, mais en défense. Merci beaucoup, Kevin. Merci d'avoir été avec nous. Kevin Remonteau, analyste fusion-acquisition chez BNP Paribas. On marque une pause. On se retrouve dans un instant avec Sabrina du côté du Nasdaq. Le Nasdaq qui est en légère baisse actuellement. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.